Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 166. Alors dans cette chronique, je vais essayer de traiter de deux phénomènes qui sont liés l'un à l'autre. Le premier, la problématique, vaste sujet bien entendu, de la croyance. Et qui effectivement va, je dirais, engager également sur ce que je pourrais dire, ce que nous constatons aujourd'hui dans un monde désabusé, résigné, une possibilité, je dirais, d'un marxisme morne, voire même qu'on pourrait qualifier de désenchanté. Alors, pour rentrer dans le sujet, dire dans le vif du sujet, pourquoi croit-on? Alors certains, selon bien entendu certains, la religion, tout d'abord, puisqu'on parle de croyance, et la croyance est assez large, elle ne touche pas seulement le domaine de la religion, elle touche aussi le domaine, je dirais, de tradition, de la civilisation, de l'identité, au sens psychologique et au sens sociologique. Alors, premièrement, nous allons commencer par la religion. Alors, la religion correspondrait, selon ce qui est établi, et j'essaye d'être neutre là-dessus, de ne pas y faire rentrer effectivement mes croyances ou mes choix. Restons neutres et appelons une certaine réflexion. Alors comme je le disais, la religion correspondrait à un besoin chez l'homme, de donner, c'est ce que la plupart des gens disent, à un certain niveau, que finalement ça donne un sens à son existence, voire même à sa présence dans le monde, puisque même certains disent qu'ils sont mandatés, qu'ils ont une mission. Bien entendu, quand je parle de mission, je ne parle pas d'uluberlu, se prétendant dépositaire d'un message ou étant directement inspiré ou enseigné de Dieu. Je parle simplement du kidam, du quotidien lambda, qui, à partir de sa croyance, constitue une sorte de notion du bien et du mal, du vrai et du faux, selon la conception de certains, et une certaine forme aussi de sens à sa présence dans le monde. N'oublions pas qu'elle permet aussi également de donner des repères, une sorte de grille de lecture pour comprendre l'environnement qui s'en dégage d'une façon, je dirais, contemporaine, au sens large, bien entendu. Quand on parle, par exemple, de responsabilité, quand on parle de responsabilité collective ou individuelle, on peut considérer qu'effectivement, dans la norme collective, elle structure les communautés, puisque au-delà du sens, je dirais, la religion prescrit et interdit à travers des règles et des valeurs. Alors, l'identité, je dirais, prend trois formes personnelles. Donc, premièrement, l'identité est avant tout une valeur, comme je viens de le déterminer, personnelle. Ensuite, sociale, dans le rapport à l'autre, et également culturelle. Elle repose, je dirais, sur une unicité, une individualité différente des autres. Cependant, je voudrais préciser que si l'individu souhaite se différencier, par exemple moi ou autrui, bien entendu, le moi peut être intégré dans l'autrui quand il est soi, mais il peut être aussi l'abstraction. Je dirais qu'il est également motivé à s'identifier à un groupe qui partage les mêmes valeurs, la même culture, et c'est en ce cas d'espèce que nous sommes dans le eux et le nous. Alors, bien entendu, un autre aspect assez important et probant, c'est la socialisation et l'enculturation
présente, je dirais, qui, finalement, dans ce cas d'espèce, représente les contraintes sociétales qui pèsent, d'une manière générale, sur les sujets. Cependant, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas, ou enfin du moins, pas d'un pur conditionnement, car ce serait trop facile de dire que les individus qui ont une croyance sont conditionnés. Les choses sont largement plus complexes. Bien entendu, le libre arbitre varie en fonction de l'expérience, de l'éducation, de l'instruction, et puis, effectivement, de l'individu lui-même. Il faut savoir que le sujet est acteur de sa socialisation, excusez-moi du terme, puis il va s'approprier, voire même, je dirais, réinterpréter subjectivement ses pressions sociales. Car confronté effectivement à d'autres individus, c'est le cas par exemple de l'habitacle, quand un individu d'une certaine croyance et d'une certaine tradition est obligé de partager effectivement dans un bâtiment son existence avec d'autres, il doit effectivement faire l'effort de réinterpréter sa relation à l'autre. Alors la religion peut être considérée comme une production sociale, n'ayons pas peur de le dire, qui s'inscrit dans un processus de transmission qui tout d'abord est intergénérationnel. Alors d'une manière générale, celui-ci fait intervenir différents agents ou instances de socialisation qu'on pourrait qualifier comme étant la famille, les pères, et bien entendu, dans ce cas d'espèce, l'instruction religieuse. Je ne dirais pas l'école religieuse parce que nous sommes dans un pays laïque et la plupart des communautés ont façonné eux-mêmes la religion, parfois même, je dirais, en parallèle avec l'école. Alors il est important de préciser que le rôle de ces instances et le processus de socialisation religieuse diffèrent en fonction du pays et dont l'ancrage culturel et social de la religion. Par exemple, dans des pays comme l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Italie ou même l'Allemagne, et pour ne pas parler des États-Unis et aujourd'hui la Russie, la religion est intégrée dans ce qu'on appelle l'institution. Il faut savoir que pour l'individu, la religion est également une composante de l'identité culturelle. C'est là où finalement les choses se corsent. L'éducation religieuse formelle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier comme étant la lecture des livres sacrés, l'instruction de la théologie, bref, la participation au rituel, tient une bonne place dans la socialisation religieuse, mais l'influence familiale semble déterminante. En effet, de nombreuses études, je dirais, tentent à prouver et montrent une corrélation forte entre l'engagement religieux des parents et le plus souvent leurs enfants. Bien entendu, il y a toujours exception. Alors, quand on parle de l'engagement religieux des parents et de leur vis-à-vis des enfants, on sait qu'effectivement que l'attachement aux parents est quelque chose de très important dans la plupart des cas. La qualité des relations, l'identification aux parents, je dirais, est une variable importante dans le processus de transmission des valeurs et des comportements religieux. Alors, bien entendu, cela fera partie de l'éducation, que d'autres estimeront comme étant un conditionnement de transmission. Alors depuis quelques années, par exemple en France, nous assistons avec malheureusement la fin des croyances idéologiques ou des modèles sociaux. Nous assistons à une revendication religieuse, un peu refuge,
de la part de la jeunesse, par exemple, aussi bien de confession musulmane, de confession juive, et même parfois, aussi étrange que ça puisse paraître, un phénomène tout à fait minoritaire, de la jeunesse chrétienne. Quand je mets chrétienne, j'inclus à l'intérieur les protestants, qu'on pourrait appeler les descendants, ceux qui ont fait le choix des huguenots, ou des catholiques. Et cela, bien entendu, a soulevé de vifs débats, comme celui qui a été mis en scène, largement médiatisé, ce que je qualifierais le port du voile à l'école. Alors la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi cet état de fait, en dehors de tous les décapants conspirationnistes et qui tenteraient à prouver qu'effectivement certains voudraient intriguer par le pouvoir qu'ils auraient afin de régler des comptes à travers le voile, s'en servant effectivement de paravent pour aller sur d'autres dimensions, ce qu'on pourrait appeler des pensées sous faux drapeau. Comme je vous l'ai expliqué, je reste dans ce que j'appelle une phase tout à fait objective. Donc, pourquoi cet état de fait? Alors on nous parle de processus d'acculturation et développe l'idée selon laquelle la menace de perte d'identité chez beaucoup de nombre de nos compatriotes, qui pour la plupart sont peut-être issus de l'immigration, mais nombre d'individus le sont, y compris même européennes, ou même des gens qui ne se sentent absolument pas français, mais en respectant les règles, qu'on pourrait qualifier comme exilés. Et qui finalement ont du mal, car la confrontation des cultures, davantage à l'intrusion des rapports de domination. Alors leur référence culturelle serait, je dirais, dévalorisée par la société d'accueil, ce qui induirait une identité négative chez certains sujets qu'on pourrait stigmatiser. Alors, les enfants de migrants, du fait de leur double enculturation, mobilisent généralement des stratégies identitaires complexes traduisant leur identité plurielle. Cela ne veut pas dire que leur identité est à l'identique de l'identité des nations originaires dont sont originaires leurs parents. Ils recréent une nouvelle identité qu'on pourrait appeler l'identité d'une certaine diaspora ou d'un îlot perdu. Par exemple, prenons beaucoup de gens qui sont de confession musulmane en France et leurs descendants qui sont confrontés à une menace de perte identitaire. Pour s'en prémunir, ils peuvent être amenés à idéaliser, c'est là où grande problématique, idéaliser leur culture par l'éloignement, tout en n'y vivant pas à l'intérieur, et surinvestir certaines valeurs qu'ils vont inculquer à leurs enfants. Quand on sait que le pays d'origine évolue d'une certaine façon et que les communautés qui effectivement demeurent dans d'autres nations vont développer un concept qui est peut-être largement dépassé ou qui a été absolument changé dans le pays d'origine. Bien entendu, comme toute ressource culturelle, la religion est réinterprétée par les sujets. Alors, l'engagement et l'affirmation de soi à travers, par exemple, l'islam, serait une réponse à l'injustice sociale, telle qu'on pourrait qualifier comme étant le chômage ou la discrimination, voire même à la disqualification par une certaine forme, je dirais, de rejet, qu'on pourrait qualifier comme étant du racisme. Alors pareil, le racisme est quelque chose de naturel chez l'individu. Tous les êtres humains sont d'un naturel raciste, et c'est en fonction de leur nature et de leur compréhension de la société qu'ils arrêtent de l'être. Pour ça, il faudrait que je fasse une chronique là-dessus, sur le racisme, pour bien expliquer la différence entre le racialisme, le racisme, la xénophobie. Ce sont des éléments qui, effectivement, peut-être
se ressembler, mais qui ont des origines et une praxis tout à fait différente. Alors, pardon, excusez-moi. La conversion est un changement, parce qu'on parle aussi de conversion, nous pouvons le constater en France. Nombre d'individus passent du catholicisme au protestantisme par le biais, je ne vais pas faire une explication du pourquoi du comment, nous pouvons constater aujourd'hui que beaucoup de gens d'origine africaine, plus particulièrement du Congo, du Zaïre, du Cameroun, sont arrivés avec une nouvelle foi, tout à fait, je dirais, ostentatoire, n'ayons pas peur de le dire, et ont tendance à se mettre en avant, n'hésitant pas à louer des anciens entrepôts, des zones industrielles, pour y prêcher effectivement la parole de Jésus. Alors, nous avons aussi également beaucoup de conversions d'Européens de souche à l'islam, au bouddhisme, et vice-versa. Alors parlons effectivement de la conversion, qui est manifestement un changement ou des principes qui commandent la synthèse ou la direction de celui qui l'effectue. Quand je parle de direction, c'est la direction de la vie, bien entendu. Ces transformations, d'une manière générale, qui souvent sont le fait d'individualité, d'un choix par rapport. Alors il y a le choix scientifique, il y a le choix de ce que certains individus comprennent là-dessus, le choix intellectuel, le choix culturel, le choix amoureux, et effectivement le choix aussi d'exister au sein d'une communauté en étant, je dirais, minoritaire. C'est étrange, j'ai connu beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils avaient toujours vécu en cité et tous leurs copains étaient des copains dans les années 80 et 70, faisaient les 400 coups, et puis un jour, je dirais que la norme choisissait le fait de l'islam et les autres ne voulant être, je dirais, reclus ou laissés pour compte, commençaient par faire le ramadan et ensuite, bien entendu, sont arrivés à l'islam. Alors, ce n'est que des phénomènes ou des épiphénomènes, bien que les gens comprennent que ce n'est pas une généralité. Les conversions, sur le choix des conversions, sont multiples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent, les sujets qui se convertissent parlent de renaissance. On peut le voir, nous constatons beaucoup d'allocutions d'individus se présentant dans des petits documentaires, des tranches de vie, aussi bien par le texte ou par l'image, du fameux passage des ténèbres à la lumière. Alors le sujet va se penser différent de ce qu'il était avant la conversion. On peut même faire un parallèle entre conversion religieuse et passion amoureuse. Alors quand je parle de passion amoureuse, il faut bien me comprendre. On peut être amoureux de Dieu, on peut être amoureux d'une culture, on peut être amoureux à travers une femme, et on peut être amoureux, comme le prétendaient les soufis, l'amour divin. Donc les choses sont complexes, ne nous arrêtons pas seulement à ce que l'on pourrait considérer comme une passion charnelle ou physique. Là, dans ce cas d'espèce, nous parlons de religion. Alors la conversion d'un individu va souvent de pair avec un changement de communauté et donc de représentation et de pratique. Alors il est important de comprendre comment le changement est possible. La conversion, je dirais, exige que nous trouvions évident ce qui nous paraissait incompréhensible avant.
savoir par exemple les croyances et les mœurs d'une communauté, et dans le même temps que nous prenions des distances par rapport aux évidences de la communauté avant la conversion, ce changement induit une réorganisation conceptuelle du monde par l'individu qui change d'univers social. Alors, c'est assez complexe parce que je parle de communauté, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y a un choix individuel. Savoir que le sujet adopte une démarche compréhensive qui repose sur l'intériorisation des expériences vécues, et on parlera alors de... Je n'aime pas ce terme car il est attribué d'une façon théologique à quelque chose de bien particulier, mais je ne peux pas, je dirais, lui retirer son aspérité religieuse puisqu'elle est liée, mais je pourrais essayer de définir que l'individu a une forme de révélation. Bien entendu, il n'est pas messager, il n'est pas prophète, mais cette révélation, c'est-à-dire qu'il découvre cette illumination dans des choses qu'il ne comprenait pas auparavant et qui, à partir de là, certains déclics se passent en lui et l'amènent effectivement à faire ce choix. Donc restons dans le mot révélation à titre profane. Alors, bien entendu, j'en arrive aux arguments qui sont souvent, bien entendu, d'ordre culturel et qui va mélanger également l'ordre, ce que j'appelle réel et factuel, de l'existence matérielle de la communauté. Et là, nous en arrivons effectivement à des arguments qui peuvent être avancés, par exemple, sur le fait qu'un individu choisisse plutôt un groupe qu'un autre, ou le groupe d'origine, considérer qu'effectivement, les arguments vont se mettre en place pour faire ce qu'on pourrait appeler de différencier ou de différenciation du rejet par une forme soit d'anathème, soit de ridiculisme, ou soit de racisme classique ou de racisme moderne. Quand je parle effectivement de racisme classique ou racisme moderne, je peux qualifier le premier étant émotionnel, proche et direct, tandis que le second est rationnel, distant et indirect. Et le problème du racisme classique, c'est qu'il comporte les deux composantes. Les menaces perçues et rejets de l'ex-groupe et évitement des contacts proches. Bien entendu, certaines communautés vont avancer des arguments souvent d'ordre biologique, génétique. Tu es porteur de plusieurs civilisations inconscientes sur les épaules, tu fais le choix de ceux qui ont été les ennemis de l'histoire. On connaît effectivement la suite. Bon. Pourquoi je parle effectivement de ce rejet? Parce que ce rejet est souvent, alors, manifestement pas dans tous les cas, mais bonne partie des cas, le converti essuie le plus souvent l'incompréhension, et voire le rejet peut être minoritaire, mais je dirais dont le groupe ne fait absolument pas taire, cette forme d'ostracisme ou de racisme classique qui se fonde sur différentes valeurs comme l'inégalité fondamentale des groupes sociaux. Hein, on l'a entendu. Qu'est-ce qu'ont créé les musulmans? Les musulmans n'ont jamais rien créé, ni haute technologie, ni développement. Bon, pourquoi choisir cette communauté? Bon, j'étaye pour le cas d'espèce de l'islam. Quand bien entendu, je n'invoque pas les croyances en la justice du monde, c'est une religion injuste qui permet la soumission de la femme, le mariage des mineurs, enfin bon, multitude de choses qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, des sobriquets, qui malheureusement, des fois, sont, je ne vais pas dire s'avérer exacts, mais sont apocryphes. C'est-à-dire, je m'explique. Comme il y a des abrutis, des idiots,
qui s'en font, je dirais, les chantres du fanatisme. Les autres saisissent la balle au vol pour dire, regardez, ce que nous reprochons à cette religion est revendiqué par certains prélats. Et souvent, quand il y a le choix, par exemple, de l'individu de changer de religion, il y a une défense du groupe originel, défense des valeurs traditionnelles, extrémisation des différences culturelles, refus d'éprouver des sentiments positifs envers l'exogroupe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les arguments avancés sont souvent d'ordre culturel, tels que la violation par les minorités des valeurs fondamentales de la société d'accueil ou du groupe majoritaire, quand on essaye d'estimer ce qu'est réellement le groupe majoritaire. Quand on sait que l'individualisme ultralibéral est passé par là, que finalement les individus ne sont pas très unis pour ce qu'il en est de la majorité. Et cela, malheureusement, est un élément factuel. Également, ce qui est invoqué, c'est la distance culturelle, ou encore les effets néfastes de la mixité culturelle. Alors, cette évolution socio-normative, n'ayons pas peur de le dire, tant sur le mode d'expression des préjugés que sur la manifestation des discriminations, introduit un discours plus politiquement correct qui favorise finalement au fond l'autocensure et invite à repenser les outils de recueil des données des préjugés. Ces derniers s'orientent davantage vers des outils de mesure indirecte, plus centrés, je dirais, vers des mesures des aspects implicites des préjugés. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour étayer ce que je suis en train de vous avancer. Le racisme est condamnable par l'article 211-115 du Code pénal. Citation à l'aide raciale envers une ethnie, une couleur. Je pense que tout le monde est au courant un petit peu de cet article. Le racisme, selon la loi, n'est pas un délit, mais un crime, donc il doit être puni. Alors, puisque manifestement il y a un rejet de l'autre, attaquer l'individu par sa race est devenu un crime et un délit, il est plus facile de l'attaquer par sa religion, puisque la religion n'est pas une race. Donc aujourd'hui, on ne dit plus les Arabes, mais les musulmans. Bien que beaucoup oublient qu'il y a pas mal, je dirais, d'Arabes chrétiens sur notre territoire, à commencer par des Libanais, même des Coptes. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, soyons honnêtes, nous ne sommes pas un pays anglo-saxon, et bon, tant mieux du reste, mais il y a aussi des désavantages qui se traduisent par, je dirais, peu de travaux de recherche qui se sont spécifiquement intéressés à la discrimination religieuse. Pourtant, les discriminations subies en raison de sa foi religieuse existent bien comme témoignage selon ce qui transparaît de certaines études. Et je dirais même, pour réduire les préjugés, la théorie qui est avancée, donc l'hypothèse de contact pourvu que les individus en jeu soient de même statut doivent coopérer, on parle alors, je dirais, de la technique des buts supra-ordonnés, qui également être utilisée pour réduire les préjugés. Nous avons, dans le cas d'espèce, d'autres modes d'intervention à caractère plus cognitif, qui peuvent être envisagés, tels que ce que j'appelle la recatégorisation ou la décatégorisation, ou l'apprentissage, par le conditionnement, ou ce qu'on pourrait appeler en anglais, puisque les études sont présentes dans les pays anglo-saxons, le color blindness. Bon. Alors les recherches théoriques tendent d'une manière générale à montrer que la propension à la discrimination découle prioritairement, je dirais, de caractéristiques objectives de la structure sociale dans laquelle les groupes évoluent, comme le pouvoir par exemple.
ce que je pourrais estimer comme étant les situations d'injustice qui ne conduisent pas toutes, soyons encore heureux, au conflit. Une situation, par exemple, qui est perçue comme injuste, si les membres d'un groupe partagent l'idée je dirais qu'ils doivent fournir davantage d'efforts que d'un autre groupe pour obtenir ce qu'ils désirent. Vous savez, c'est du factuel, hein. Quand vous avez un nom étranger, plus particulièrement venant de certains pays, des fois il faut fournir un double travail pour prouver qu'on est capable. Alors, comment pouvoir faire en sorte de catégoriser les théories de ce qu'on pourrait qualifier de l'identité sociale développée, ce qu'on pourrait traduire par les modes de résolution du conflit dû à une situation inéquitable qui, à mon sens, sont de deux ordres. Premier ordre, l'ajustement matériel. Je m'explique. Le groupe favorisé consentant, je dirais, à rétablir un certain équilibre vis-à-vis du groupe défavorisé. Une sorte de honorable ou d'altruisme social ou humain, tout simplement. Et nous avons, cas d'espèce, le deuxième, qui est l'ajustement psychologique, dans le cas où l'ajustement matériel est impossible. Cette adaptation cognitive revient à légitimer les différences entre groupes via les préjugés qui essentialisent, je dirais, les caractéristiques des individus appartenant aux différents groupes. Alors aussi étrange que ça puisse paraître, ce groupe est un groupe, je dirais, neutre. Si dans un secteur il y a plus de musulmans, ils ont effectivement plus de pouvoir parce que les choses ont été ainsi, c'est à eux, effectivement, de rétablir un certain équilibre. Et si dans un autre secteur il y a moins de musulmans, il faudrait peut-être que ceux qui sont majoritaires, finalement, au fond, rétablissent également un certain équilibre vis-à-vis de l'individu ou du groupe défavorisé. Alors pour rendre compte des sentiments, je dirais, collectifs qui guident les comportements violents contre les conflits territoriaux dans lesquels, je dirais, les éléments d'identité nationale, ethnique ou religieuse sont indissociables, on pourrait utiliser les termes de conflits intraitables, insolubles, ce que je qualifierais comme étant les conflits intraitables qui se caractérisent par une intrication d'éléments symboliques, savoir par exemple représentation religieuse, politique, culturelle, ethnique, matérielle. Et les conflits intraitables émergent, je dirais, d'un contexte historique de domination et d'injustice perçue. Je vous donne un exemple. Deux situations, cas d'espèce inextricables. Les uns sont restés sur la guerre d'Algérie, et les autres sont restés dans le fait d'avoir perdu un département français. Comment essayer de trouver une solution afin que, je dirais, les jeunes générations qui arrivent et qui ne l'ont pas vécu puissent ne pas, je dirais, traîner ce lourd fardeau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas oublier. Les erreurs ont été commises de part et d'autre, mais il faut faire en sorte que la mémoire et l'histoire ne soient pas un frein pour l'avenir. Alors, je dirais que les groupes dominants délimitent souvent le champ de l'action en définissant, je dirais, les critères de ce qui doit être considéré comme bon, juste, équitable et normal dans un contexte donné. Ceci, bien entendu, inclut la définition de formes de violence pro versus antisociale, combat pour la liberté versus terroriste, la moralité, la religion, l'idéologie, la politique, l'éducation, etc. Donc la liste serait longue et fastidieuse.
Mais les objectifs des différents groupes en conflit sont souvent inconciliables, comme ceux par exemple qui luttent pour acquérir un même territoire. Alors les croyances collectives contribuent à radicaliser les identités collectives, qui le plus souvent sont des identités qui sont neutres. Les sentiments d'humiliation, de privation, de perte, de rage, de loyauté et de dignité deviennent les éléments centraux de la vie individuelle et collective, alimentant un certain imaginaire. Leurs fortes charges émotionnelles peuvent conduire à des violences extrêmes, au nom d'une situation idéalisée qui n'a, me semble-t-il, parfois peu existé ou peu conforme à la réalité factuelle d'une certaine période passée. Alors, tout cela amène effectivement à une problématique de la fameuse rumeur devenue réalité. Sur quelle espèce nous le voyons aujourd'hui, même dans la religion, beaucoup de gens se mettent à contester certaines transmissions en matière, je dirais, de connaissances, aussi bien islamiques, christiques ou judaïques. Alors, une réponse à une situation de déséquilibre ou de malaise, et surtout quand il y va de surcroît l'accès au doute sur un facteur, je dirais un multifacteur, dont la caractéristique pourrait être, je dirais, assimilée à un certain malaise social, on peut également parler de légende, ou de fable, comme certains pourraient l'appeler. Prenons le cas d'espèce d'une réalité factuelle, la fameuse légende urbaine, où elle se distingue, quand je compare le cas d'espèce des banlieues, elle se distingue des rumeurs qui se présentent sous forme brève, ce qui concerne un objet identifié par un récit plus long, contenu rationnel, faisant bien entendu référence à un passé lointain. Ainsi, bien entendu, permettant automatiquement, in fine, je dirais, les théories du complot, qui sont du côté des légendes urbaines, qui sont des éléments tout à fait, je dirais, contemporains. Et cependant, je dirais que la frontière entre ces deux concepts est à la fois pas confus, mais je dirais mince. Tous deux révèlent une information liée à un problème social actuel afin de rappeler les valeurs, les normes et une certaine forme de morale. Et ces deux notions assurent les mêmes fonctions sociales. Et dans une situation de crise où l'appartenance religieuse est menacée, où l'imaginaire donne l'information d'une certaine forme de menace, la rumeur peut permettre de renforcer les normes et l'unité de la communauté. Je prends le cas aussi bien dans l'islamophobie que dans l'antisémitisme. Ces rumeurs qui furent présentes à l'époque du Moyen-Âge et dont je vous passe effectivement de la sorcellerie ou encore les rumeurs sataniques, j'aimerais vous citer un passage de Spinoza, son chapitre de l'éthique. Alors je cite: si par exemple une pierre est tombée d'un toit sur la tête et quelqu'un, je dirais de quelqu'un, et l'a tué, ils démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment de telles circonstances, et en effet il y a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver par chance réunie? Peut-être diriez-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment et pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant? Et si vous répondez alors que le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter,
L'homme avait été invité par un ami, ils insisteront de nouveau, car ils ne finissent pas de poser des questions. Ils continueront de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, ce que certains appelleront, en ce cas d'espèce, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais je pense que, pour certains, je pense que son terme est tout à fait factuel, cet asile de l'ignorance. Alors le biais de raisonnement, ou ce qu'on pourrait appeler, certains appelaient la maïotique, ou d'autres l'heuricistique, sont bien connus des psychologues, qui les expliquent généralement par nos capacités cognitives limitées, par le recours, je dirais, au traitement sélectif de l'information, et je dirais même, pas encore, je dirais, par le souci d'économie cognitive. Alors on distingue les biais cognitifs par le biais motivationnel, qui renvoie à la favorisation du soi et au besoin de contrôle. La pensée de sens commun ne répond pas aux mêmes besoins que la pensée scientifique. Le parallèle entre biais de raisonnement et pensée magique, rappelez-vous la pensée faustienne et la pensée magique, chère à Joseph Spengler dans son Déclin d'Occident. Et donc, c'est, je dirais, le raisonnement d'un côté d'une société qui est pragmatique et raisonnable, et une société que, finalement, au fond, le magique devient l'élément essentiel, qui peut être décliniste, et peut-être le fait que, en ce sens, c'est cette dernière qui se fonde sur le principe des correspondances et des similitudes d'une manière générale. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les modes de pensée sont assez flexibles, s'adaptent, je dirais, aux exigences situationnelles. Je vous donne un ordre d'exemple. Prenez le cas, par exemple, d'une certaine forme de dissidence. Vous allez avoir des gens qui sont profondément catholiques, voulant la restitution d'un roi ou d'une monarchie, parfois absolue, avec une France catholique, avoir des bonnes relations, voire même des travaux de partage avec des païens ou avec des racialistes ou des identitaires. Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, les uns ne sont pas catholiques et les autres le sont. Et néanmoins, il y a des unités qui se forment, des relations. Or certains me diraient, oui, mais l'ennemi de mon ennemi provisoirement, ou mon ami tout simplement, ou une partie de son identité fait partie de la mienne. Donc vous voyez, les choses sont assez complexes et assez flexibles. Et je dirais, comme je viens de le prétendre, s'adaptent aux exigences situationnelles. Alors on peut, pour que je puisse illustrer ce que je suis en train d'expliquer, on peut différencier deux types de jugement, une sorte d'orientation pragmatique et une orientation narrative. Alors lorsque l'individu doit résoudre un problème de façon objective, il privilégie le traitement systématique de l'information. Et c'est cette réflexion que je mets toujours en avant, car cela évite d'avoir des surprises. A l'inverse, je dirais que quand il agit, quand il s'agit plutôt d'aboutir à une solution réaliste, l'individu adopte alors une sorte de stratégie narrative, laissant libre cours aux heuristiques de jugement. Et c'est souvent, je dirais, c'est la seconde qui guide, finalement, au fond, n'ayons pas peur de le dire, la pensée quotidienne. Car l'information, nous la possédons dans ce qu'elle est transmise. Mais pour savoir d'où elle vient et pour quelle raison, c'est effectivement la première. Mais en ayant peu confiance dans la seconde, ou en ayant une certaine distance vis-à-vis de la seconde, il est tout à fait possible ensuite, bien entendu, de privilégier, comme je viens de le préciser,
d'un traitement raisonnable et systématique de l'information, pour éviter de commettre des erreurs. Alors pour résumer, on peut dire que selon le contexte, la motivation de l'individu se réfère à la norme de véracité, qui respecte les critères du raisonnement scientifique, ou au contraire privilégier une sorte, je dirais, une forme de pensée magique, qui répond davantage à des critères d'efficacité. Il faut savoir que les sociétés occidentales actuelles, puisque nous sommes aujourd'hui des Occidentaux, connaissent un affaiblissement des anciens systèmes de croyances, religion et science, même s'il y a des soubresauts. D'une manière générale, il y a plus de gens qui sont moins dans une doxa religieuse. Et nous avons un développement de systèmes de croyances parallèles, rapprochant le spirituel au rationnel. Et cet état de fait serait motivé par l'envie de développement des connaissances des individus, ce qui est complètement nuancé, plus des connaissances de masse. Alors, si on peut essayer de traduire ou d'extirper ce que j'en comprends, c'est que finalement, le lien entre croyances religieuses et croyances parasciences, comme par exemple, malheureusement, je peux constater des gens qui voient beaucoup dans l'astrologie, c'est une des raisons pourquoi on trouve toujours la petite chronique d'astrologie. Alors, bien sûr, souvent les gens sourient ou rigolent dans certains quotidiens, un grand tirage, mais il y a effectivement aussi la notion des parasciences. Alors je ferai une chronique là-dessus parce que des fois, on peut utiliser l'outil parascience pour étudier d'autres savoirs qui, à mon sens, sont très sérieux et qui peuvent être, je dirais, corrompus par cette lucarne. Alors, quand je parle de parascience, il y a beaucoup d'individus, je crois qu'il y a à peu près 40% en France, qui croient en l'existence de Dieu, et également aux parasciences en général, vous savez, sorte d'idéologie un peu New Wave, qu'on a voulu nous vendre dans les années 90. Et effectivement, le recours aux croyances fournit une illusion de contrôle, et en effet, je dirais, le fait d'établir un lien de causalité entre deux événements indépendants, biais de raisonnement bien entendu, revient à contrôler l'incontrôlable au hasard. Je vous donne un ordre d'exemple. Quand le tsunami ravage une bonne partie de l'Asie, donc la Thaïlande, vous avez Condoleezza Rice, qui est quand même pas rien, qui est responsable de la sécurité aux États-Unis, qui dit explicitement, sans se cacher, que finalement Dieu a pratiqué le déluge pour nettoyer des terres de prostitution. Vous voyez jusqu'où des individus ayant quand même, je dirais, qui sont quand même à des leviers très importants, l'un des plus puissants du pays du monde, peuvent utiliser des parasciences à travers une sorte de lucarne, je dirais, religieuse pour analyser l'actualité ou les phénomènes naturels. Alors, finalement, le recours à la pensée magique est un bon moyen de répondre aux besoins de contrôle personnel et de donner signification et explication à l'expérience. Elle intervient souvent, je dirais, en situation de manque d'information ou de stress pour se rassurer. Alors soyons honnêtes, pour terminer, pour que ça ne soit pas trop long, nous avons exactement des concepts aussi, dans des points de vue idéologiquement contestables, où finalement, au fond, il suffit de regarder un petit peu les travaux de Milgram pour s'en apercevoir. Alors pour vous expliquer quels sont les travaux de Milgram, souvenez-vous,
une pléthore d'universitaires et de professeurs s'adresse à la population, leur demandant de venir coopérer à un projet scientifique ou amplement scientifique, ou dans fait factuel et réel, un individu se retrouve derrière un pupitre avec une multitude de curseurs allant de 1 volt jusqu'à des milliers de volts, et un autre acteur sur une chaise électrique, et des questions lui sont posées. Et si ces questions ne sont pas, je dirais, concluantes, l'individu, l'échantillon sélectionné dans la population sous garantie de l'autorité scientifique, a la responsabilité de envoyer en direction de l'individu sur une chaise électrique différents, bien entendu, différents leviers électrifiés. Et finalement, les individus se révèlent être des véritables assassins potentiels au nom de l'autorité qui garantit d'avoir pris la responsabilité. Voilà, bon, j'ai fait rapide, mais je pense que le conformisme constitue une piste, je dirais, pour expliquer les phénomènes de soumission idéologique dans les mouvements sectaires ou extrémistes par l'intériorisation des valeurs. On peut, je dirais, également parler du phénomène de polarisation de groupe et de l'accentuation de la prise de risque en groupe. Et finalement, au fond, les choses sont, je dirais, très importantes dans le fait que l'individu doit faire effectivement, et cela, sa liberté, parce que je reviens toujours à ce phénomène qui pour moi est un élément, je dirais, un des éléments le plus fondamental, c'est qu'il faut effectivement, et ça c'est imparable, les objectifs, je dirais, des différents groupes qui sont souvent inconciliables, peuvent être conciliés par ce que je pourrais déterminer comme étant un mode d'expression sur l'analyse raisonnable. Et donc, effectivement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et c'est une des réalités, il est important de privilégier, et j'insiste là-dessus, le traitement systématique, raisonnable de l'information basé sur une forme de distanciation, a contrario, bien entendu, que la chose soit objective et qu'elle ait une orientation pragmatique et certainement pas un libre cours heuristique de jugement magique. Vous savez, il faut toujours se référer à la norme de véracité qui respecte les critères du raisonnement. Voilà. C'est finalement au fond cela que je voulais faire passer comme message. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.